Normalement, ce sera bon. Donc, une série de 2 présentations et deux travaux sur lesquels j'ai participé. On va les faire les 2 affilés, si vous donnez l'éducation, et après, par la suite. Et je te laisse la parole. Donc rapidement, simplement pour me présenter pourquoi j'ai travaillé sur ce projet-là avec Xavier. Donc moi, je suis artiste 3D depuis plus de 15 ans. Je suis actuellement en M2 archéologie et sciences pour l'archéologie à l'Université Lyon 2. J'ai créé un mémoire sur l'utilisation de la 3D dans les projets du patrimoine en retrouvant beaucoup de choses du livre blanc pour ce qui est du M1 pour pouvoir dresser un état de l'art. Et l'idée, c'est de me concentrer au M2 dans la suite de ce mémoire sur la restitution 3D partielle du site antique de Lavanda en Turquie. Dans le cadre de mon M1, j'ai donc travaillé avec Xavier chez Archéovision sur la restitution des décors dans le plafond d'une résidence qui est la résidence Saint-Maurice au Caire. Cette résidence, elle a plusieurs particularités. C'est que, donc, au départ, elle a été construite en 1875 à partir de remplois de décors issus de différents édifices antérieurs. Et une partie des décors a été réutilisée dans l'ambassade de France en 1886. Cette ambassade a été détruite et il y a une ambassade actuelle qui a réemployé une partie des décors. Donc, on se retrouve avec une multiplicité des réemplois qui complexifient la donne. Dans le cadre de cette étude, il y a une première photogrammétrie de l'ambassade de France qui a été réalisée donc par Archéovision en 2019 pour servir de base de travail. Dans un second temps, il y a une remodélisation de la résidence d'origine qui a été créée toujours par Archéovision en 2020-2021. Je vous montrerai quelques images juste après, en s'appuyant sur divers documents aussi, tels que des plans, des articles de presse, des aquarelles, des publications, des photos noires et blancs et couleurs, et aussi des croquis. Tout le challenge de ce projet repose sur la multiplicité des sources et sur les nombreux remaniements subis par les décors. Après ce travail de photogrammétrie et de remodélisation, il y a plusieurs problématiques qui subsistent, les photos de la photogrammétrie ayant été prises depuis le sol avec un plafond qui a une hauteur de plus de 9 mètres, la résolution n'était pas suffisante pour avoir un modèle 3D précis des décors. Donc nous, on va se concentrer sur le plafond numéro 6. Dans mon travail, je me suis concentrée sur le plafond numéro 6, qui est celui du grand salon. Donc là, vous avez quelques images de la remodélisation qui a été faite en 2020-2021. Donc la résidence originale, avec une vue sur le plafond central. Donc, pour réaliser ce travail, on s'est basé sur différentes sources. On avait à notre disposition un certain nombre de photos. On en a retenu 3 principales. Donc, la première qui est issue de la résidence originelle et qui a été prise par Facinelli entre 1875 et 1887. Donc, on l'appellera version Facinelli pour plus de facilité dans cette explication. Une partie du décor a été présentée à l'exposition universelle de 1878 et aujourd'hui conservée au Victoria et Albert Museum. Et on possède également donc les photos de 2001 de l'ambassade de France existante aujourd'hui. Ces différents éléments révèlent que les décors ont été repeints, voire modifiés au moins 3 fois. Un des objectifs était donc de trouver une méthodologie qui permettait de facilement modifier les éléments 3D et les éléments 2D pour essayer de mettre en évidence ceux qui pourraient être faux, anachroniques, et surtout pour pouvoir effectuer plusieurs hypothèses et simulations pour trouver la modélisation la plus cohérente par rapport à l'état original de la résidence. La première étape a donc été d'identifier les différents motifs qui constituent ces plafonds. Donc nous, on en a identifié 5. Pour les 4 premiers, donc de gauche à droite, on avait la chance d'avoir des références photos des différentes époques. En revanche, pour le 5e motif, la seule photo quasiment complète qu'on a, c'est une photo de 2001. Donc c'est le motif pour lequel on n'a pas de support de comparaison.
La seconde étape a été de remodéliser donc les moulures, puisque le modèle 3D issu de la photogrammétrie n'était pas suffisamment précis. Pour remodéliser ces moulures, on a utilisé évidemment la photogrammétrie pour être au plus proche, mais aussi les supports photos. Donc c'est une remodélisation des décors. Ensuite est venue la problématique des couleurs. Donc, l'idée ici, c'était, on a travaillé au départ sur Photoshop pour proposer une texture qui permettait de reproduire les couleurs telles qu'on les avait sur la version VEA, puisque c'est une de celles dont on est sûr. En tout cas, c'est la plus ancienne en couleur dont on dispose. Cette méthodologie sur Photoshop présentait plusieurs problématiques, notamment celle qui nous obligeait à réenregistrer la texture à chaque fois et de la recharger à chaque fois dans le logiciel 3D pour pouvoir effectuer des hypothèses. Donc ça fonctionnait, mais c'était particulièrement long et fastidieux et ça permettait pas de tester à loisir et en direct dans la scène 3D les fameuses hypothèses. Donc en plein cours de travail, on a dû opter pour une autre méthodologie. Et je reviendrai sur la problématique de la justesse des couleurs juste après. Concernant la nouvelle méthodologie, l'idée, ça a été de séparer tous les éléments de la modélisation 3D qui avait déjà été réalisée. Donc, je vous ai mis sur la gauche la modélisation telle qu'elle existait au départ. Je vous ai fait au milieu une sorte d'éclaté qui permet de distinguer les différents éléments. Le fait de les avoir en séparé permettait par la suite d'appliquer différentes matières et différentes couleurs pour pouvoir tester les hypothèses. Et donc, on a la partie fond et la partie moulure que vous avez à droite de l'image qui permettait de tester différentes choses sur les différents éléments. Pour ce qui est de la problématique des couleurs, sur les photos, l'idée était de pouvoir récupérer la bonne information de couleur pour chaque peinture. Et on est passé avec Xavier par une phase de réflexion autour de l'obtention de ces couleurs et on a opté pour l'utilisation du flou optimisé de Photoshop qui permet en fait de retrouver les couleurs par lissage et non pas par moyenne, ce qui nous permettait d'avoir une récupération des couleurs beaucoup plus précise qu'avec un flou gaussien pour ceux qui utilisent Photoshop. C'est la même chose sur d'autres logiciels de toute façon. Une fois qu'on a réussi à récupérer les bonnes couleurs, donc ça posait aucun souci pour la version VEA puisqu'elle était en couleur. En revanche, les autres photos dont on disposait sont en niveau de gris. Et si une couleur est visible à l'œil nu, quand on la passe en niveau de gris, elle peut apparaître en même niveau de gris qu'une autre couleur. Ce qui veut dire que l'œil humain n'est pas capable de détecter en niveau de gris quelque chose qui serait différent en couleur. Donc ça, c'était une problématique majeure de ce travail. Pour tenter de résoudre cette problématique, on a donc décidé de réaliser une première version du plafond en appliquant les couleurs de la version VEA. Et en reproduisant également la direction de la lumière de la photo de référence. Comme ça, on était sûr d'avoir une base de travail qui, elle, pour le coup, était juste et connue, excepté pour le fameux 5e motif. À partir de ce premier état, qu'on a appelé état VEA, on a décidé de laisser ces couleurs-là, de dupliquer l'intégralité du plafond et de le passer en niveau de gris. Ça nous permettait de vérifier, de confirmer ou d'infirmer qu'une fois passé en niveau de gris, on arrivait à obtenir les mêmes niveaux de gris que sur la photo Facinelli, la toute première. Il s'est avéré qu'en passant les couleurs VEA en niveau de gris, on n'arrivait pas à retrouver les mêmes niveaux de gris que sur la photo Facinelli, ce qui permettait de confirmer qu'il y avait au moins eu une repeinture ou une modification entre ces deux états, entre la version Facinelli et la version VEA. En ce sens, la méthode semble fonctionner. À partir de là, on a quand même proposé une restitution, donc à partir de ces niveaux de gris, des couleurs hypothétiques de la version Facinelli au plus proche de la version VEA passée en niveau de gris. Donc c'est ce que vous voyez ici, on a la version niveau de gris en haut et la version couleur hypothétique sur la ligne du dessous.
Et pour éviter un biais trop important, un biais de lecture trop important, on a décidé de rajouter les effets de matière, à savoir les effets de peinture, les effets de dorure, ainsi que les brillances à la matière, puisque jusqu'à présent, on avait juste des aplats de couleurs. Ça permet de supprimer tout biais visuel et de se rapprocher au maximum de la photo de référence. Donc, vous avez sur la ligne du haut la version VA en niveau de gris. On voit que sur les niveaux de gris, on est plutôt juste et que sur la version couleur aussi, grâce à la simulation des reliefs. En conclusion, une méthodologie rigoureuse concernant l'acquisition des couleurs et les modélisations, couplée à une observation longue et approfondie des différentes sources à disposition, semble permettre la mise en place d'une méthodologie viable visant à confirmer ou à infirmer certaines hypothèses de modification des décors. Toutefois, il est à noter que cette méthodologie était expérimentale et que plusieurs points ont nécessité des améliorations, voire des refontes complètes. Si on prend l'exemple de la texture 2D, la méthodologie de départ a dû être abandonnée en cours d'expérimentation. C'est pas toujours possible de le faire suivant le temps dont on dispose sur un travail comme celui-ci. Là, ça a été possible parce qu'on disposait d'1 mois et aussi parce qu'on a été plusieurs à réfléchir ensemble et à essayer de trouver une méthodologie qui serait peut-être plus efficace. Une autre chose importante à noter, c'est que la scène a pu être fluide grâce aux instances spécifiques du logiciel Blender. Ce système d'instances, il n'existe pas sur d'autres logiciels comme 3ds Max. Il y a des instances, mais qui fonctionnent pas de la même manière. Et les instances de Blender permettent de ne pas surcharger la scène et donc d'avoir une scène qui est confortable et fluide pour le travail. Donc, ça sous-entend que le choix du logiciel qu'on va utiliser pour un travail de restitution, il est primordial et il doit se poser dès le début du process. À noter également que cette méthodologie expérimentale, elle n'a été réalisable que parce que plusieurs corps de métier ont réfléchi ensemble, en l'occurrence architectes, archéologues, spécialistes du réemploi, et chercheurs en informatique et graphistes 3D. Voilà. Merci beaucoup. Et on enchaîne sur... J'ai oublié de fermer, ça va être tout simple. Et on enchaîne sur... Vous allez retrouver des choses. Si ça me redémarrer. C'est bon. Je disais pas bon. Donc, ce travail, c'est aussi, c'est un autre regard sur la même problématique, sur le même bâtiment. Donc, ce bâtiment-là, donc, qui en a été présenté, je vais redonner aussi un autre contexte qui est celui du financement de ce projet. Il a été réalisé dans le cadre d'un projet 80 Prime pour les 80 ans du CNRS qui nous a permis d'obtenir ce financement. Et il a été porté par Mercedes Volley, qui est une spécialiste du Caire et de la reconstruction du Caire au XIXe siècle et donc de tout ce réemploi. Et les questions se posent de savoir, de suivre toutes ces questions de ce réemploi, notamment sur les plafonds. Et la première base, c'était de faire cette restitution. Donc, comme ça a été présenté, donc, la plupart des documentations, on les met à jour ici sur le DOI que vous pouvez récupérer. Comme on utilisait DOI, j'en mets de partout maintenant. Voilà, donc on a fait cette restitution, comme ça a été présenté à partir de différentes données et d'une campagne de numérisation. Je reprécise aussi le contexte de la campagne de numérisation. Il a été précédemment parlé tout à l'heure d'Égypte des contraintes de temps. On a eu 3 jours pour pouvoir numériser les différents plafonds. 3 jours, dont le vendredi, donc 2 jours, pour pouvoir travailler sur place. Et on a dû le faire ça en début du test qui était financé, etc. Donc, on a dû 1 mois et demi pour réfléchir à toute la mise en place du protocole. Et ces données, donc ça, c'était 2019. Et les données que vous allez voir, les résultats, sont des résultats de 2023. Voilà, donc il y a eu pas mal de temps qui s'est écoulé entre les deux et qui explique un certain nombre de choses.
Donc, on a vu cette restitution et on a vu aussi l'importance qu'avaient les brillances et les apparences lorsqu'on veut essayer de comprendre ce bâtiment-là. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà de la notion simplement de texture, de couleur, on a parlé de RTI ce matin, etc., mais à essayer d'aller retrouver des notions d'apparence, de propriété, de réflexion, parce qu'elles vont pouvoir nous dire par rapport, c'est ce qu'on voit principalement dans les photos en noir et blanc, c'est l'histoire de brillance, et est-ce qu'on avait les mêmes matériaux? Est-ce que pour les mêmes conditions de lumière, est-ce que c'est le même plafond, etc. Donc ça permet d'essayer de suivre cette histoire de plafond. Alors pour retrouver l'apparence, rapidement, classiquement, maintenant en archéologie, c'est ce qui est utilisé pour retrouver l'apparence, pour essayer d'avoir l'apparence, c'est les RTI qui donnent des informations de réflectance pour un seul point de vue, mais aussi qui a un avantage qui permet de retrouver le normal. Mais c'est pour un seul point de vue, c'est pas une notion de BRDF, de propriété de réflexion à part entière. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de techniques par apprentissage, même des techniques dans lesquelles on prend une photo avec son téléphone portable et un flash et je peux retrouver les propriétés de BRDF. Tout ceci est très sujet à caution, notamment parce que la base d'apprentissage nécessaire sont assez volumineuses et tous les apprentissages qu'on fait sont faits sur des données synthétiques, des modèles synthétiques et que ce que l'on prend, c'est des photos réelles et comment les données synthétiques peuvent se propager aux données réelles, ça n'a jamais été prouvé et pourtant c'est quelque chose qui est très utilisé à l'heure actuelle et le cœur de beaucoup de publications en synthèse d'image. D'autres techniques, c'est la quatrième qui vont plutôt nous intéresser, c'est une méthode qu'on appelle de rendu inverse, de simulation inverse, où on va essayer de simuler la propagation de lumière, toutes les différences, et essayer de retrouver par optimisation quelles sont les bandes normales propriétés BRDF pour essayer de retomber sur la même image. Et c'est cette approche-là qu'on va avoir, mais on va essayer de retrouver des données. Donc ça nécessite la mise en place d'un pipeline. Est-ce qu'on va la soumettre là-dessus, avec plusieurs blocs. En haut, on a besoin d'un maillage. Donc, toutes les étapes, photogrammétrie pour pouvoir obtenir un maillage. En bas à gauche, ici, vous allez obtenir tout ce qui va être la nécessité d'avoir la calibration des sources de lumière, où elles sont. Parce que si on veut avoir des propriétés de sources de réflexion, il faut savoir où sont les sources de lumière, quelles sont les directions, etc. Après, on va pouvoir, avec les calibrations des caméras qu'on a pour les prises de vue, les calibrations de sources de lumière, avoir les directions incidentes et les directions sortantes et pouvoir avoir toutes les notions que l'on peut avoir pour retrouver les propriétés de réflexion. Et beaucoup d'optimisation, de calcul, etc. derrière. Donc, rapidement, si ce travail-là, s'il y en a qui sont intéressés, il y a une soutenance de thèse le 8 décembre, elle sera sûrement diffusée sur YouTube. Et donc, s'il y en a qui sont intéressés et qui me le fassent savoir, ils pourront assister. Voilà. Donc, le protocole est celui-ci. On voit ici apparaître deux caméras. Vous avez la caméra 1 qui est face à l'objet, qu'on va pouvoir déplacer pour avoir plusieurs points de vue de l'objet et avoir ainsi une variation de direction. Et on a une deuxième caméra 2 qui est face à un dispositif qui est un damier, un checkerboard, dans lequel il y a deux sphères transparentes qui vont permettre de localiser la lumière. Les techniques préexistantes, notamment dans les RTI, ont été faites avec une seule sphère miroir, mais ça permet de retrouver une direction, mais pas une direction, une distance pour avoir la position d'une source de lumière. C'est une amélioration d'une technique qui a été développée par Corsini et al., donc les collègues de Pise. Donc, on peut revoir ici, et par le positionnement du reflet sur les sources de lumière, on peut en quelque sorte trianguler pour retrouver où était la source de lumière au départ. Donc ça, c'est une première, on a amélioré tout ce dispositif de calibration pour pouvoir le faire. La deuxième chose qu'on a essayé d'améliorer, c'est comme on veut utiliser du matériel standard, on va dans l'ambassade, apporter des scanners laser, c'était non. Faire voler des drones à l'intérieur, c'était non. Passer la douane en Égypte, alors, il y a plein de noms qui se rajoutent. Donc, on est venu avec un photographe sur place et son matériel qu'il pouvait apporter et les sources de lumière qu'il pouvait apporter, qu'on a racheté après en France pour pouvoir faire des calibrations. Et c'est pas des sources ponctuelles, c'est des spots, c'est lumineux, assez puissant, et c'est plutôt des disques. Donc, la première chose qu'on a fait, on a dit, on va arrêter de calibrer ça en utilisant des sources de lumière ponctuelles, on va voir si c'est des disques. Et c'est ce que l'on voit ici entre la courbe rouge, qui est le modèle d'un disque, et la courbe verte, qui est un modèle ponctuel de ces spots, où on a essayé de calibrer pour voir lequel était plus précis. Et on a en effet, en utilisant un disque, on a quelque chose de beaucoup plus précis. Voilà.
Une fois qu'on a tout calibré, qu'est-ce qu'on va faire? On va varier les positions de source de lumière, varier les positions de point de vue, chaque fois faire une prise d'image en grande dynamique pour avoir des propriétés de réflexion. Donc ça multiplie pas mal le nombre d'images et même ça, c'est pas assez dense pour chaque position du maillage. On n'a pas assez de direction pour pouvoir caractériser une BRDF, une propriété de réflexion. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va segmenter. Ça, c'est des techniques qui ont été déjà faites depuis presque une vingtaine d'années en synthèse d'image, où on va classifier, regrouper sur un maillage tous les matériaux qui sont similaires pour augmenter le nombre d'échantillons en direction en source de lumière, essayer de retrouver des propriétés de réflexion. Pour l'instant, on l'a fait sur RGB, mais l'idée au départ, c'était de pouvoir faire de l'imagerie spectrale, parce qu'avec le spectre, on peut essayer de caractériser le pigment et être quelque chose qui est beaucoup plus proche de la propriété de réflexion de départ. Voilà. C'est d'autres travaux que menait le doctorant, que vous pouvez voir lors de sa soutenance. Voilà. Et une fois qu'on a ça, on a donc pour chaque, on a densifié, on a pour un matériau des directions de source de lumière, des directions de réflexion et les valeurs de luminance, de réflexion pour chacune de ces configurations-là. On a quelque chose d'assez dense et on peut passer dans la phase d'approximation. Et on va augmenter deux choses. On va essayer de trouver les propriétés, des paramètres de réflexion, mais on va aussi essayer de retrouver les paramètres de normal pour augmenter la résolution de ce qu'on avait par rapport à la photogrammétrie. C'est des techniques assez classiques qui existent aussi. On a vu les premiers échantillons existent depuis 20 ans en synthèse d'image, mais ça a une très grande influence sur le résultat final que l'on a. Donc là, vous voyez par exemple sur le masque baliné avant et après l'optimisation des normales. Donc on retrouve pas mal de détails, on trouve la richesse. Et au final, ça permet, donc ça sur ce modèle qu'on a fait en laboratoire, vous voyez en haut les photographies, en bas les restrictions qu'on a. Il y a de fortes similitudes. Ce n'est pas parfait. Je viendrai dans les limitations au plus tard. Il y a plein de faits qui expliquent cette limitation. Mais après, l'avantage, c'est qu'on va faire du rééclairage, le projeter dans des scènes, etc., simuler autre chose. Mais ça, c'est l'intérêt d'avoir des propriétés de réflexion. L'avantage, c'est que cette méthodologie peut être appliquée à des grands décors, notamment sur le plafond. Donc là, on l'a appliqué à des éléments du décor de ce plafond-là pour retrouver les propriétés de réflexion. Donc vous voyez sur votre gauche, vous voyez la photo d'origine. Au milieu, la photo resimulée, même point de vue avec les propriétés qu'on a retrouvées. Et à droite, en changeant le point de vue pour voir les propriétés de réflexion. Et après, en faisant ces travaux-là, l'idée, c'était de voir si, en faisant les mesures sur place, on pouvait retrouver ce qu'on avait avant. Et on s'est rendu compte, rien que par le temps qu'on a passé à regarder devant, qu'on était sûr que ça avait été tellement repeint entre le 19e siècle et aujourd'hui que c'était pas du tout les mêmes propriétés de réflexion. Et donc, il fallait plutôt passer sur une autre approche qu'on a développée par la suite. Alors, au final, en conclusion, qu'est-ce qu'on a? On a proposé une nouvelle calibration pour les projecteurs classiques. On a une méthodologie standard qui est déployable sur site, sur lequel on a essayé d'avoir des métrologies, notamment sur la calibration source de lumière, etc., de savoir à peu près quelle est la précision que l'on avait pour pouvoir positionner source de lumière. On voit qu'on arrive à retrouver des informations qui sont cohérentes en termes de propriétés de réflexion. On arrive à retrouver des normales qui sont intéressantes. Là-dessus, on n'a pas encore vraiment de métrologie. Et ça fait partie des premières limitations, c'est que des brillances très fortes, pour l'instant, je pense, soit la densité d'information n'est pas bonne, soit les processus d'optimisation tels qu'ils sont faits ne sont pas bons et ont tendance à atténuer pour retrouver les brillances. Les paramètres qu'on trouve des propriétés de réflexion ne sont pas des paramètres qui correspondent à des valeurs physiques que l'on attendrait. Mais ça, est-ce que c'est un problème des processus d'optimisation ou un problème des modèles de BRDF en eux-mêmes? Ça, on ne sait pas répondre. Par contre, on arrivait à retrouver visuellement des effets. C'est pour ça qu'on utilisait ces modèles de BRDF après pour pouvoir faire la simulation dans le second temps. Voilà. Et la limitation, pour l'instant, on a une carte normale comme point de vue dans le processus d'optimisation. Il faudrait reprojeter cette carte normale directement sur le maillage pour améliorer. Voilà. Donc, merci à vous. Et si vous avez des questions, on reste tous les deux là et n'hésitez pas. D'accord.
La première présentation, c'est concernant la fonderie de tri. Comment est-ce que vous avez fait pour assurer la cohérence des couleurs entre la photo, la 2D et la 3D? Parce que je sais que c'est pas une simple question, d'autant que vous avez travaillé sur des archives. Ouais. Donc, vous avez une complète méconnaissance de la configuration de la couleur. Est-ce qu'il y a eu des choix qui ont été déterminés avec des espaces colorimétriques ou est-ce que ça a été un peu comme ça que voilà, il faut qu'il faut mettre? Tu veux répondre? Donc, tu veux... Oui, mais non, là, ce qu'on a voulu valider, c'est plus la méthodologie que le résultat. C'est-à-dire, est-ce qu'on arrivait à retrouver, est-ce qu'on arrivait à modéliser, est-ce que ça permettait déjà. Là, par exemple, dans les résultats, notamment sur la couleur, sur le fait qu'on n'arrive pas à retrouver sur la même le niveau de gris sur les plateformes entières en utilisant les couleurs de DNA. Pour l'instant, on arrive à retrouver en mettant une couleur dorée comme ce qu'on retrouve. Moi, je reste persuadé que c'est le turquoise qu'on a dans le DNA, que c'est exactement la même couleur qu'on a là. Mais il faut prendre en compte que, un, c'est pas les pleines spectrus, c'est pas la même colorimétrie, plus qu'il y a eu le phénomène, le temps est passé, c'est sali, c'est pas les mêmes conditions de prise vue, etc. Et donc, il y a pas mal de choses qu'il faudrait prendre en compte pour pouvoir le faire. Mais l'idée, ce serait que si on avait une sorte de palette de matériaux qu'on a validé, qu'on pourrait poser aux différents endroits, ça permettrait de valider, de savoir si on arrive à retrouver les mêmes éléments. Je me permets juste de compléter. Effectivement, là, l'idée, c'était pas forcément d'être dans une justesse colorimétrique puisqu'on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir le faire, mais c'était de dire, est-ce qu'à partir de... Ouais, est-ce qu'à partir de cette méthodologie, on a assez d'éléments pour pouvoir confirmer qu'il y a eu repeinture ou pas? Il y avait notamment sur les brillants, il y a une photo où on voit les contours qui sont noirs, brillants, etc. Et on se pose la question, est-ce que c'était du bois ou est-ce que si on mettait quelque chose de doré, on arrivait à obtenir ces mêmes noirs dans ces configurations de lumière? Pour savoir si c'était du doré ou du bois, du noir, en fait. Et en faisant de la dorure dessus, on arrivait à obtenir dans les conditions d'éclairage des choses qui étaient similaires avec ces sortes de zones d'ombre, ces zones sombres qu'on avait sur les dorures. Donc ça, c'était intéressant, sans être sur la justesse exacte. Sur la deuxième partie qui concerne l'apparence, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais sur les plafonds, il y a quand même des éléments de dorure. Et du coup, le principe que vous avez développé, vous avez une sorte de réfléchence, c'est une réfléchence qui est pour une estimée moyenne, parce qu'il n'y a pas de subscattering de certaines façons. On n'est pas capable de se dire, voilà, on est sur une surface des maths, et c'est bon, et puis juste à côté, donc, quoi qu'il en soit, c'est un modèle qui est forcément distingué, et qui est juste une estimation globale sur la scène, et qui n'est pas attachée au matériel. Si, parce qu'on ne le fait pas globalement sur la scène, on le fait par matériau. C'est-à-dire, on dit, c'est justement la partie segmentation qui va faire dire, pour l'instant, on fait sur la couleur, en disant c'est des parties qui sont plutôt jaunes, donc on va dire que c'est le même matériau qui était plutôt une dorure. Et sur toute cette zone-là, on a suffisamment d'échantillons pour essayer de traquer sur cette zone-là un même matériau, avec des variations normales, etc. Et c'est un seul matériau par zone, parce qu'on n'arrive pas à avoir quelque chose d'assez dense. Voilà. Et désolé pour ceux qui ont laissé été à distance, j'ai oublié de répéter les questions. Encore des questions? Il est tard, je pense que tout le monde a envie d'arrêter. Donc, merci à tous d'être restés jusqu'à maintenant pour écouter cette présentation, pour participer.